4300 tonnes de matériaux reçus par an. L'espace de la déchetterie du quartier Flaubert de Grenoble était devenu trop restreint. Des travaux d'agrandissement sont en cours pour la faire passer de 1200 à 6200 mètres carrés. Parce que par les temps qui courent, c'est bon de ramener de la joie et de la fête. La belle ville, l'UMI, la ville de Grenoble, la métro, la CCI lancent l'opération Vendredi est une fête. La première, c'est demain à partir de 17h. Et puis les violences dans le sport au programme d'une conférence sur le campus cet après-midi. On y reviendra dans quelques minutes avec Roxana Maracineanu, secrétaire générale de la MIPROF, championne de natation et ancienne ministre des Sports. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 3 avril 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une journée importante pour les salariés de Vencorex, l'entreprise de chimie de Pont-de-Claix placée en redressement judiciaire en septembre dernier. Le tribunal de commerce de Lyon examinait cet après-midi le projet de société coopérative d'intérêt collectif pour attribuer aux porteurs de la SCIC, éventuellement plus de temps. Il s'agit d'éviter la liquidation judiciaire alors que le projet de reprise du groupe chinois Wanhua ne prévoit que la sauvegarde de 50 emplois sur 450. Des députés du secteur, Olivier Six, président de CIC Orio, est également porteur du projet, ou le président de la métropole, qui a annoncé une mise de 200 000 €, avait également fait le déplacement à Lyon aux côtés des représentants syndicaux. La région annonce également participer. Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril. Un autre procès, une première mondiale au tribunal correctionnel de Vienne ce jeudi, celui de l'entreprise de chimie Bayer-Monsanto, assigné par la famille Grattalou. Pour elle, si leur fils Théo, aujourd'hui âgé de 17 ans, souffre de graves malformations au larynx, à l'œsophage et du système respiratoire, c'est parce qu'il a été exposé in utero au glyphosate, produit phare du groupe allemand. Sa mère l'utilisait enceinte dans son manège de chevaux. Après 7 ans de procédure, de nombreuses ONG espèrent que ce procès historique conduira les gouvernements à bannir l'usage de certains pesticides pour usage amateur et professionnel. La déchetterie Jacquard est fermée depuis lundi et sa rouverture n'est pas prévue avant septembre. Mais c'est pour la bonne cause. La métropole et la ville ont lancé des travaux de grande ampleur pour remettre l'équipement créé à un moment où le tri n'existait pas et est devenu complètement obsolète. Athénaïs Lecointre. Sous-dimensionnée, dégradée et difficile d'accès, la déchetterie Jacquard à Grenoble s'apprête à être entièrement rénovée. Un chantier de 7,7 millions d'euros a démarré ce printemps dans l'optique de moderniser le site devenu inadapté. Jacquard fait partie des 3 déchetteries du centre-ville de Grenoble. Il y en a 3. Et celle-ci, elle était plutôt assez peu, je dirais, facile d'accès, avec des vraies complexités. Et il était avec de la vétusté, des conditions finalement assez dégradées. Donc elle faisait partie des éléments urgents en matière de reconstruction. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large, réduire de moitié la poubelle grise et recycler 2/3 des déchets produits sur le territoire d'ici 2030. On trie beaucoup mieux les déchets alimentaires, donc ça aussi c'est très important. Ça marche du feu de Dieu, on est la première métropole à avoir mis en place le tri des déchets alimentaires à cette échelle-là, et ça fonctionne. On a voté un schéma directeur, on s'y tient, on le met en œuvre, on met les investissements pour. Donc finalement, on est conforme à notre délibération 2017 et de 2019. On a fait de la prospective, on a fait de la planification, et on met en œuvre cela, tout simplement. Donc on est conforme à ce qu'on a voté. Circulation plus fluide, nouveaux équipements et meilleure prise en charge des déchets, la rénovation vise à rendre le service plus efficace et plus accessible. Aujourd'hui, on va avoir énormément de quais, 15 quais, donc beaucoup de plus de voitures qui vont pouvoir effectivement grimper sur le quai avec un flux de circulation qui est vraiment pensé justement pour pouvoir rentrer et sortir par des entrées et sorties différentes. Donc on aura vraiment quelque chose de fluide. Pendant la durée des travaux, une solution alternative est mise en place, la déchetterie mobile. Un service habituellement proposé plusieurs fois par an et qui sera renforcé pour assurer un service de proximité aux usagers. C'est pour ça que la métropole, mais aussi les directions de territoire de la ville, organisent régulièrement des déchetteries mobiles. Et déchetterie mobile, ce n'est pas juste une benne qu'on entrepose quelque part, c'est toute une action de communication avec les associations, avec les services de la ville et de la métropole évidemment. Les travaux s'étaleront sur plusieurs mois, avec une réouverture prévue en fin d'année. En attendant, les habitants sont invités à se tourner vers les autres déchetteries du territoire pour assurer la continuité du service. Et la réouverture, ce sera dès septembre. Un passage sera aussi créé pour les cycles et les vélos cargo. Les déchetteries de la métropole comptabilisent près de 800 000 passages par an.
Oh, les beaux jours de ceux qui donnent envie d'aller déambuler dans le centre-ville historique de Grenoble. Pourquoi pas demain, mais aussi tous les vendredis. Les commerçants de la Belleville et de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, lancent une nouvelle opération pour redynamiser ce secteur de la ville. Tous les vendredis depuis le mois d'avril, on va faire une animation. Alors chaque premier du mois, il y aura une animation beaucoup plus festive et conviviale avec des groupes de musique, avec de la danse, etc. Mais après, chaque commerçant va s'approprier cet événement parce qu'au départ, on cherchait à animer les terrasses. Mais finalement, les commerçants se sont liés avec nous et nous ont rejoints dans le mouvement. Et je trouve que c'est très intéressant et c'est signe qu'il y a vraiment un besoin justement de créer ce type d'événement et d'optimiser et de dynamiser la ville. Nous souhaitons travailler avec la Grande Couronne, nous souhaitons travailler aussi avec Grenoble Alpes, donc avec les touristes. C'est un événement qui doit capitaliser et pour amener beaucoup plus de monde sur la ville de Grenoble. Le commerce souffre, on le sait, on n'achète plus pareil, on le sait, tout en ligne, etc. Donc il fallait redonner aux commerçants la fierté d'être un commerçant. Et les horaires choisis pour ces événements, c'est-à-dire tous les vendredis de 17 à 21h, et justement pour s'ouvrir aux familles. On veut que les familles reviennent dans la ville. Voilà. On pense toujours que le bar, le café est un lieu d'alcoolisation. Mais il y a quand même un chiffre dont il faut se rappeler, c'est que seulement 8% de l'alcoolisation se fait dans les bars, dans les cafés. Tout ça pour dire que ce sont avant tout des lieux de convivialité. Voilà. J'invite bien entendu tous ceux qui regardent la télé à venir nous rejoindre. Ça commence vendredi à partir de 17h et on démarrera à l'angle de la rue de Sceaux et Remillet. Et une carte de fidélité sera distribuée à faire tamponner dans chaque commerce pour participer à un tirage au sort avec à la clé de nombreux lots. Ce sera peut-être la fête samedi parce qu'il ne fallait pas vendre la peau des Ducs avant de les avoir battus. Grenoble pouvait espérer soulever le trophée Magnus mercredi soir. Ils ont même mené au score dans les 2 premiers tiers-temps, mais les Angevins se sont relancés dans le 3e avant de s'imposer 4-2. Les Brûleurs de Loup ne mènent plus que 3 victoires à 1. Tout pourrait donc se jouer samedi à partir de 20h15 à Pôle Sud. L'objectif pour l'emporter, ce sera d'éviter les pénalités. La billetterie pour le grand public ouvre ce jeudi soir à 18h30. Attention, ça devrait partir très vite. Les autres événements sportifs du week-end. Vendredi, le FCG va tenter de se racheter devant son public du Stade des Alpes après 2 défaites consécutives à l'extérieur. Il reçoit Mont-de-Marsan, 14e de Pro D2. Début du match à 19h30. Vous avez peut-être découvert le volley assis aux Jeux paralympiques de Paris. Vous pouvez applaudir certains membres de l'équipe de France engagés dans les finales de l'Euroleague avec l'étincelant club du Pays Voironnais du 4 au 6 avril au gymnase de la Sûre à Saint-Jean-de-Moiran. Les meilleurs jeunes joueurs internationaux de badminton reviennent à la salle Everest de Voiron jusqu'à dimanche. On y retrouve le top 10 mondial parmi 180 espoirs de la discipline venus du monde entier. Australie, République tchèque, Indonésie ou encore Égypte qui se disputent le Forza Alpes U19, étape du circuit mondial. Et puis la course qui révolutionne le trail et la rando. Le Grenoble-Visil vous invite dimanche à parcourir les sentiers entre Hébin, Jarry et le château de Visil. Des randos de 10, 15 ou 20 km, trail de 20, 30 km en solo, en duo, chacun son format. C'est à partir de 7h. Son planning a longtemps été calqué sur les événements sportifs. Championne du monde de natation en 200 mètres d'eau en 1998, vice-championne olympique 2 ans plus tard, ministre des Sports de 2018 à 2022. Roxana Maracineanu est depuis 2023 secrétaire générale de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Bonsoir Roxana Maracineanu. Bonsoir, bravo, vous avez tout dit d'un coup. Ouais, je me suis entraînée un peu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez cet après-midi sur le campus de Grenoble pour participer à une conférence à l'initiative d'une association étudiante qui s'appelle Safe Play. Une conférence sur les violences sexistes, sexuelles, discrimination
et harcèlement dans le sport. Vous avez d'ailleurs à cette occasion fait la présentation d'un nouveau programme pour ce qui concerne l'AMI Prof. Alors aujourd'hui, vous parlez de violences sexistes dans le sport. Évidemment, c'est pas une nouveauté pour vous. Vous avez été, si on redécouvre un petit peu, vous avez été au cœur d'une affaire qui a sans doute permis que l'on parle un peu plus de ce sujet aujourd'hui. C'était les révélations de la patineuse Sarah Abitbol, qui avait été agressée pendant des années par son entraîneur, Gilles Boyer. Le président de la Fédé de patinage, Didier Guillaguet, était au courant. Vous aviez demandé sa démission, il n'avait pas voulu. C'était le symbole de l'ancien monde. Oui, alors je suis heureuse d'être là à Grenoble. J'ai passé 2 jours à visiter des associations qui luttent et qui accompagnent les femmes victimes de violences de manière générale, qui s'occupent de la sortie de prostitution de certaines femmes. Et aujourd'hui, j'étais invitée à l'Université de Grenoble par cette association de jeunes qui présentait un projet, qui ont choisi ce sujet des violences sexistes et sexuelles dans le sport, qui a occupé une grande partie de mon mandat de ministre, puisqu'il y a eu évidemment toutes les révélations sur les violences qu'a subies Sarah Abitbol, mais d'autres patineuses et patineurs aussi au sein de cette fédération. Mais comme aujourd'hui, 1500 victimes qui ont parlé d'affaires qui avaient lieu avant dans le sport, qui ont lieu en ce moment dans le sport, et de l'intransigeance qu'on a réussi à mettre en place, aussi bien dans le système fédéral que dans les services du ministère, pour pouvoir aujourd'hui détecter ces violences, les repérer, les reporter aux personnes compétentes et à la justice pour que justice soit faite. Alors, on était là pour représenter cet outil de formation. C'est un petit film dont on peut se servir pour organiser des formations sur ce sujet dans le champ du sport pour les bénévoles, pour les entraîneurs, pour les parents et les enfants, pour poser ce sujet. Parce qu'il y a une obligation de formation désormais dans les formations initiales des éducateurs sportifs, mais aussi des futurs professeurs d'EPS, puisqu'ils étaient dans la filière STAPS qu'on a été visiter aujourd'hui, et pour pouvoir aussi détecter d'autres sortes de violences sur les enfants qui sont perpétrées dans le milieu familial, parfois, de l'inceste ou des violences qu'ils subissent ailleurs que dans le champ du sport, mais aussi parfois dans les clubs sportifs. Alors, c'est vrai que c'est particulier, même si la violence sexiste, sexuelle existe dans tous les secteurs. Quand c'est dans un secteur comme celui du sport, il y a un lien de confiance qui s'installe, des promesses de résultats, c'est particulièrement pernicieux. Oui, il y a certains milieux comme ça qui sont propices aux violences faites sur enfants. On pense évidemment à tous ces secteurs d'activité où le corps est mis en jeu. Alors ça peut être le secteur du handicap, où les personnes en situation de handicap ont besoin d'aide, d'accompagnement physique, tactile. Il y a aussi évidemment le milieu médical, où on est seul dans un cabinet avec un enfant ou avec un adulte, maintenant plus trop avec un enfant, puisqu'il y a à chaque fois la présence indispensable d'un adulte. Et évidemment le champ du sport, de la jeunesse, où, comme vous l'avez dit, le corps est mis en jeu, on peut accompagner les enfants dans certains gestes pédagogiques, de sécurité aussi. Et donc, on doit tous être vigilantes et vigilants à ce que des agresseurs ne puissent pas transiter dans le champ du sport, de la jeunesse, des centres de loisirs, des colonies de vacances, en toute impunité. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer à cette vigilance. Et former aussi, pour ne pas créer une psychose non plus. Il faut que tout le monde soit bien formé. Oui, en fait, il y a des cas qui sortent, il y a des chiffres au niveau national, il y a des affaires qui ont été révélées par la presse et qu'on a accompagnées par beaucoup de dispositifs qu'on a expliqués aujourd'hui. Il y avait aussi des directeurs des sports qui étaient présents, des élus de la ville d'Échirolles, de Grenoble, qui eux-mêmes ont désormais conditionné les subventions qu'ils donnent et l'accès aux équipements sportifs qu'ils proposent au club ici de Grenoble, par exemple, à Échirolles, ça va se faire aussi, par des formations obligatoires, des sensibilisations sur ce sujet, parce que nous avons besoin, dans notre société, que tout le monde puisse être responsable et responsabilisé sur ce sujet, pour ne pas cacher des affaires, pour ne pas que ça reste à l'état de rumeur, mais qu'on pose ce sujet sur la table quand il arrive, et que des agresseurs n'aient pas leur place, en fait, dans ces milieux-là, parce qu'il y a beaucoup de bénévolat, on ne peut pas contrôler qui est au contact des enfants, et maintenant on peut le contrôler. Donc il faut que les gens sachent qu'on peut le faire et tous les dispositifs qui existent pour prévenir ces violences. Le système d'emprise aussi, c'est un peu le même partout.
Oui, alors on a un autre outil de formation puisqu'on s'intéresse depuis longtemps aux violences au sein du couple et on accompagne les femmes victimes de violences. Et effectivement, ces cyberviolences, ces phénomènes d'emprise, ces violences qui peuvent exister sans qu'il y ait des marques physiques et qui sont faites au travers du digital, du téléphone portable, de l'ordinateur avec lequel on peut suivre le parcours de la victime, de la personne qu'on veut mettre sous emprise et soumettre à sa domination. Et donc, ces outils de formation sont évidemment promus et utilisés dans des formations faites par des associations, ici à Grenoble, comme Pluriel par exemple, comme d'autres associations qui sont là aussi pour alerter et aider les femmes à sortir de ces situations de violence. Et c'est très dur de parler. Est-ce que là, on voit de plus en plus des fictions qui s'intéressent à ce sujet, notamment dans le sport? Il y a eu un très beau film récemment qui s'appelle Julie se tait. Ça peut aider aussi à libérer la parole parce qu'en fait, on se sent coupable quand ça arrive. Bien sûr, Julie se tait, je pense à Slalom aussi, Oui, puisqu'il a été en fait 2021. dans le champ du ski par Charlène Favier, qui elle-même a fait le film Lilia, c'est un outil de l'ami prof. C'est un court-métrage de 12 minutes et c'est vrai que sans même montrer des scènes de violence, il pose le sujet, il le pose de manière positive pour montrer les bonnes pratiques qu'on peut adopter au sein d'une association, d'un club, pour pouvoir faire en sorte que cette vigilance soit là au quotidien et qu'on puisse derrière en parler comme vous dites, parce que c'est vrai que libérer la parole, ce n'est pas simple. Mais nous, à l'AMI Prof, notre ligne, c'est le questionnement systématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de victimes nous ont dit, quand elles en ont parlé, des violences qu'elles ont subies, si on m'avait posé la question, ne serait-ce qu'une fois. On va d'ailleurs voir un petit extrait de film avec des actrices connues et reconnues qui jouent. Voilà. Donc là, on les entend. Et ça c'est très utile aussi, ce genre de petits films. Et on comprend ce qui se passe. Exactement. C'est des films qui montrent les effets sur les enfants, Tom et Léna, les effets que les violences conjugales ont sur les enfants. C'est important de sensibiliser tous les parents à cela. Pas croire que les enfants sont mis de côté, même s'ils sont dans une chambre, quand des conflits vont trop loin. Effectivement, on parle aussi des violences dans différents champs. Une femme comme moi, c'est dans le milieu du travail, dans le milieu hospitalier. Anna parle justement du questionnement systématique qu'un médecin, qu'un professionnel de santé doit intégrer dans son corpus de questions posées à une patiente, de manière à pouvoir libérer la parole sur le sujet, parce qu'on l'a vu dans beaucoup de cas récemment médiatisés, comme Madame Pellicot et tous les viols qu'elle a subis, et dans son parcours aujourd'hui où elle est allée voir beaucoup de professionnels de santé sur d'autres maux qu'elle ressentait, parce que ces violences, ce psychotrauma, il existe, même si on n'en est pas conscient, comme dans le cas de Madame Pellicot, puisqu'elle était endormie lorsque ces viols avaient lieu. Eh bien, tout ça, ça doit pouvoir être détecté par les professionnels de santé. Il faut avoir le réflexe en fait de poser cette question et avoir aussi la compétence de pouvoir le détecter quand les victimes elles-mêmes ne se sentent pas victimes ou ne le savent pas. Merci beaucoup, Roxane Maracineanu. On rappelle le numéro de téléphone de Violence Femmes Info, c'est le 39 19. Et le site arrêtonslesviolences.gouv.fr où vous pouvez être en ligne avec des professionnels formés et avoir des conseils si vous êtes témoin ou professionnel et que vous accompagnez des femmes victimes de violences ou vous-même victime. Vous pouvez avoir ces infos-là sur ce site. Merci beaucoup. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.